une fraction importante. Il avait déclaré ouvertement qu'il serait disposé à frapper l'Iran. Non, Ron Paul, au contraire, c'est plutôt l'isolationnisme. Oui. Et une partie assez importante de ceux qui ont voté pour lui est issue des milieux militaires. Donc ça veut dire que du côté militaire, on est aussi assez prudent. On en a un petit peu marre. Ça fait 10 ans qu'on est sur la brèche. Donc ça suffit. Bon, mais néanmoins, je pense qu'aux États-Unis aujourd'hui, la classe politique est plutôt encline à ne pas tolérer de la part de l'Iran n'importe quelle attitude qui sera sanctionnée immédiatement. Ceci dit, à chaque fois qu'on a eu quelqu'un, pour reprendre votre formule, il y en a un autre que vous c'est derrière. Oui, non, mais derrière Saddam Hussein, il y a un Maliki qui n'est pas tellement agréable pour la diplomatie américaine. Derrière la chute de Ben Laden, il y a quand même une réorientation du Pakistan qui stratégiquement... Cher ami, je suis d'accord avec vous, mais quand vous êtes à Austin, au Texas, vous ne faites pas la nuance que vous avez, bien sûr, beaucoup de nuances qui sont pas faites. Alors, je crois que paradoxalement, la clé se trouve à la fois en Israël et en Arabie Saoudite. Elle est vraiment dans ces deux pays-là. Et là, je rejoins sur l'Arabie Saoudite, c'est très important. Je crois qu'un incident est passé inaperçu. Il y a quelques semaines, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont accusé de façon très virulente les Iraniens d'avoir préparé l'assassinat de l'ambassadeur saoudien à Washington. Et les choses sont allées très très loin, à tel point que les Saoudiens et les Américains ont dit on ne peut pas laisser faire ça, il faut agir. Et dans la foulée, l'Arabie Saoudite a acheté 70 avions tout de même, F-15 supplémentaires. Ouais. Elle a fait pour 2 milliards de contrats sur différentes choses très particulières qu'on sait que ça prépare une intervention. Ouais. Et donc, on voit... C'est quoi très particulier? C'est-à-dire du matériel militaire? Du matériel assez important, tel que par exemple des missiles qui peuvent frapper en profondeur jusqu'à 40 mètres, des choses comme ça. Dans le sol? Oui, qu'on ne vendait pas auparavant aux Saoudiens. Et on sait que les Saoudiens n'ont pas nécessairement l'expertise pour les utiliser. Ce serait éventuellement les soldats américains qui les utiliseraient. Non. Ce serait une coalition conduite, si vous voulez, par les États-Unis. Il ne faut pas oublier que la plus grande base aérienne américaine hors des États-Unis est située à Bahreïn. Et donc, ils ont tous l'appareil de commandement nécessaire. Donc, préparer le matériel militaire nécessaire à une intervention. Je pense que c'est en train de se faire. Cela est en train de se faire. Là, donc, vous revenez un peu sur vos positions. Non, pas du tout. C'est que je pense que l'Arabie Saoudite se cherche aujourd'hui. Elle se pose la question, est-ce que véritablement il faut éliminer l'Iran ou non de cette région? Parce qu'elle a fait, effectivement, elle a éliminé les autres. Il n'y a plus Bagdad qui était une menace. L'Irak, quand même, Saddam Hussein, était une menace directe sur le régime saoudien. Il y a d'autres. L'Égypte était également un poids important dans le monde arabe. Et, je ne suis pas sûr que l'Arabie Saoudite ait voulu éliminer Moubarak, quand même. Non, elle n'a pas voulu éliminer Moubarak. Eu égard aux réactions... C'est un rival, quand même. C'est une bonne opération diplomatique pour l'Arabie Saoudite que Moubarak ne soit plus... Le résultat aujourd'hui, c'est que l'Arabie Saoudite est le seul régime vraiment qui a traversé quand même 20 ans de guerre qui a maintenu son alliance stratégique malgré la guerre contre les islamistes tout de même. Un régime hyper rigoriste qui maintient une alliance stratégique avec les Américains qui sont en train de se battre contre ses propres citoyens. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Des contradictions. Donc voilà, c'est les contradictions. Et puis vous avez de l'autre côté Israël. On oublie assez souvent que les Israéliens poussent depuis un certain temps. Ils poussent pour frapper de façon sérieuse l'Iran. Jusque-là, Obama n'est pas très belliciste et mesure un peu la difficulté de le faire. Quand son ministre de la Défense dit on va frapper l'Iran s'il bloque les 3 d'Ormuz, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est la politique comme si américaine. Obama parlait, la liberté des mers, c'est sacré. Voilà, ça c'est clair. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout dépendra, à mon avis, du poids de ces deux alliés stratégiques. Il ne faut pas oublier, l'Arabie Saoudite demeure un allié stratégique des Américains dans cette région à cause du pétrole, et Israël demeure un allié stratégique pour la question militaire dans cette région. Donc si ces deux-là arrivent à convaincre le prochain président, moi je pense qu'il n'y a rien qui va se passer avant l'élection. Si vous permettez. Alors, un mot, les Iraniens ont tout à fait compris, parce qu'il y a une délégation iranienne extrêmement importante qui a été en Arabie Saoudite au début décembre pour essayer de convaincre les Saoudiens de tisser, de faire une nouvelle alliance pour en réalité repousser, si tant est que ce soit possible, l'influence turque et l'influence américaine. Bon, c'est raté. On attend, mais a priori, ça ne devrait pas fonctionner. Ça ne devrait pas aboutir. En même temps, l'Arabie Saoudite, précisément, a proposé, compte tenu de la situation à Bahreïn, et eux, ils
pense sincèrement, ou non, peu importe, que c'est l'Iran qui est derrière l'opposition à Bahreïn contre la monarchie sunnite. L'Arabie saoudite pousse à l'isolement de l'Iran et éventuellement à l'étouffement de l'Iran, en promettant d'ailleurs d'accroître sa production du pétrole, au cas où il y aurait un embargo total sur le pétrole iranien. Donc l'Arabie saoudite va aussi dans le sens de l'isolement de l'Iran. C'est cette espèce d'axe sunnite-chiite, que ce soit Oman, que ce soit Qatar ou autre, qui soit en réaction contre l'Arabie saoudite, ça ne fait pas quand même le poids. Ce qui fait le poids, c'est quand même ce géant qui est devenu pratiquement, avec Israël, je veux dire, cette espèce de bipôle qui écrase les autres, l'Égypte étant dans une situation extrêmement difficile, et d'ailleurs dépendant de l'argent saoudien pour les militaires, et de plus en plus dans une situation d'impuissance. On le voit d'ailleurs dans la Ligue arabe, on le voit dans le GCC, on le voit un peu partout, l'Arabie saoudite pousse vers, en un sens, l'étouffement de l'Iran. Oui, mais l'Arabie saoudite n'est pas monolithique. Il y a une minorité chiite importante. Ce n'est pas un pays qui est promis à une stabilité sans problème et qui traverserait toutes les crises en ne retirant que des bénéfices. Et puis surtout, il faut faire quand même très attention à une chose, il n'y a pas deux rives du Golfe. Il n'y a pas la rive iranienne et la rive arabe ou saoudienne. J'évoquais Oman tout à l'heure. On peut prendre un autre État, qui sont les Émirats arabes unis, qui est en train de casser l'embargo financier ou le projet d'embargo financier sur les avoirs iraniens, Dubaï, parce que Dubaï accueille très volontiers les avoirs financiers iraniens qui compensent le manque à gagner que la crise financière mondiale a provoqué sur la place financière de Dubaï. Et on voit là les Émiratis suivre plus volontiers leurs intérêts propres et quand même cette présence massive d'Iraniens, de commerçants iraniens, de réseaux iraniens tout le long de cette côte arabe du Golfe, plutôt que de s'aligner. Je ne suis pas sûr que le CCG soit absolument monolithique. Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur l'essentiel. C'est-à-dire, l'Arabie saoudite a un poids propre et qui est très fort et beaucoup plus fort que les micro-États qui peuplent le Golfe. Mais quand même, il ne faut pas taire complètement cette diversité et de ces contradictions, comme on disait autrefois. On a évoqué le Bahreïn. Enfin, moi, j'ai été dans la région pendant cette période-là. On n'imagine pas l'importance psychologique de Bahreïn pour les Saoudiens. C'est quand même des familles. Enfin, la famille Al-Khalifa a fait le Bahreïn en 1754. Enfin, c'est une famille qui a fait ce pays, qui dirige ce pays depuis plus de 3 siècles. Qui est minoritaire. Et qui est minoritaire et qui a accueilli les Al-Saoud, qui a accueilli Ibn Saoud lorsqu'il a voulu fonder son État, qui s'est enfui au Koweït, qui s'est enfui. Donc, enfin, on est dans des familles qui se connaissent personnellement, il y a des mariages, etc. Donc lorsque l'Iran a commencé au début du printemps arabe à menacer Al-Khalifa, le Bahreïn, à vouloir plus ou moins instrumentaliser la communauté chiite là-dedans, c'était inimaginable pour les Saoudiens. Enfin, on est dans la famille. Et donc les Saoudiens, sachant tout de même que par leur propre force, ils ne pourraient pas contrer l'Iran. Ils ont une carte majeure qui s'appelle les États-Unis. Et dans ce cas-là, effectivement, ils vont la jouer. Et ils ont fait une démonstration de force sur ce plan-là. Et ça va se jouer là-dessus, de mon point de vue. Si on retourne sur la position occidentale, vous avez parlé de la volonté d'affaiblir le régime iranien et surtout d'ailleurs Ahmadinejad, sachant que dans quelques mois ou dans 2 mois, il me semble qu'il y a des élections législatives qui peuvent confirmer en tout cas cet affaiblissement annoncé d'Ahmadinejad. Il y a une volonté de faire bouger ou de provoquer la fibre nationaliste chez les Iraniens. Et on l'a vu à plusieurs reprises. On va revenir sur cet incident qui a eu lieu à l'ambassade britannique de Téhéran. L'attaque de l'ambassade britannique à Téhéran mardi dernier par la milice islamique des Bassidji, qui s'est soldée par la fermeture des représentations diplomatiques de part et d'autre et l'expulsion des personnels des 2 pays, n'en finit pas de faire des remous. Vendredi en fin de journée, tout le personnel iranien avait quitté Londres, conformément à l'ultimatum fixé par les autorités britanniques, convaincus que l'opération était parfaitement téléguidée. L'Iran n'est pas le genre de pays où se déroulent des manifestations spontanées pour attaquer des ambassades étrangères. C'est un type d'activité qui nécessite une autorisation et le support de l'État.
À l'aéroport international Ayatollah Khomeini de Téhéran, où les diplomates expulsés sont arrivés très tôt samedi matin, les Bassidji avaient préparé un comité d'accueil pour leurs héros, sans réussir à les voir. Mort aux Anglais, les espions britanniques doivent être expulsés, scandait-il, alors que les diplomates sortaient par une porte dérobée pour éviter les journalistes. Sur place, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères se bornait à déplorer que le gouvernement britannique entraîne d'autres pays européens dans un problème bilatéral. La veille, à la suite du rappel par Paris, Berlin, La Haye et Rome de leurs ambassadeurs pour consultation, l'ayatollah Ahmad Khatami, chargé de la prière du vendredi, avait déjà demandé aux Occidentaux, je cite, de ne pas lier leurs cordes à celles pourries des Britanniques. Responsable de l'Assemblée des experts, il en avait profité pour saluer une leçon infligée aux Anglais, qui en avaient bien besoin selon lui. L'attaque de l'ambassade a en tout cas semé la confusion à Téhéran. Le grand ayatollah Shirazi l'a critiqué ce samedi, précisant qu'elle n'avait pas le feu vert du guide suprême Ali Khamenei. Mathieu Guider, vous parliez de la nécessité de comprendre la rhétorique iranienne, que parfois il y avait un décalage de compréhension de la part de certains pays occidentaux. Là, c'est quand même limpide. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ce qu'on vient de voir? Alors là, ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est un religieux qui parle. Ouais. Et les gens oublient ce qu'est un religieux qui fait de la politique. C'est très particulier. Ouais. Parce que un Ils religieux oublient, qui fait... ça les dérange. Non, mais surtout. c'est unique dans le monde musulman. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. C'est une théocratie. Ça n'existe nulle part ailleurs. Même chez les Saoudiens, ce ne sont pas des religieux qui dirigent la politique. Ce sont des politiques qui instrumentalisent le religieux, mais ce ne sont pas des religieux, des barbus qui parlent à la tête de l'État en tant que politique. Ça, c'est une différence majeure avec le monde sunnite, le monde musulman sunnite. Et lorsqu'un religieux parle de cette nature-là, il parle à Dieu, il parle au nom de Dieu. Donc à partir de là, il y a des choses qu'il faut interpréter. Et au nom de Dieu, il fallait attaquer l'ambassade britannique. Alors oui, alors ça, vous avez remarqué qu'en Iran, il y a beaucoup d'ambassades attaquées et c'est systématique, c'est symbolique, bien évidemment, parce que c'est très organisé surtout. C'est très organisé. Il a raison de signaler qu'on ne peut pas faire une manifestation en plein Téhéran sans qu'il y ait quasiment le visa officiel de tous les services de l'État. Là, en l'occurrence, c'est une attaque symbolique parce que c'est le territoire de la Grande-Bretagne. On veut viser la Grande-Bretagne et il faut le contextualiser. Et alors, je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas prévenu l'ambassade en leur disant il va y avoir une attaque, faites en sorte qu'il n'y ait pas de mort, s'il vous plaît, parce que ce ne serait pas correct que des illuminés attaquent et qu'il y ait des morts. Farhad Khosrakava. En fait, c'est vrai que c'est l'ayatollah Khatami qui parle, et n'oublions pas, c'est la prière collective de vendredi. C'est des gens pro-régime, puisque même Rafsanjani a été interdit de participer à la prière collective de vendredi, mais il parle en tant que l'imam de prière de vendredi. Oui, mais en même temps comme un leader politique aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté d'expliquer une position iranienne, d'exacerber le sentiment nationaliste. Il demande aux autres occidentaux de ne pas suivre la trajectoire de la Grande-Bretagne et surtout de ne pas rompre les relations diplomatiques. Mais par-delà ce phénomène, apparemment, et là évidemment avec tous les mais et tous les caveats, comme disent les anglo-saxons, il y a un phénomène de règlement de compte. Paradoxalement, ici, Ahmadinejad était dans le camp des modérés, qui étaient opposés en quelque sorte à l'attaque de l'ambassade. Alors des groupes qui sont plus, si vous voulez, parmi les principalistes, comme on appelle, les fondamentalistes, qui sont contre lui, ont voulu monter cela pour l'affaiblir. Et effectivement, ils ont réussi en partie parce qu'ils l'ont mis dans une situation défensive. Ils ne pouvaient pas les dénoncer, mais en même temps, ils n'étaient pas d'accord. Et c'est donc un règlement de compte, une façon, en un sens, de régler les relations entre Ahmadinejad et les autres groupes qui lui sont opposés. D'ailleurs, je pense que on va vers cela. Tout est fait pour neutraliser Ahmadinejad, pour le rendre inoffensif et même, à la limite, supprimer ce qu'on appelle les élections présidentielles et le remplacer par une sorte de choix par le Parlement, si vous voulez, du futur président de la République. Bertrand Badi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Farhad vient de dire. Je voudrais ajouter peut-être 3 petites choses. La première, c'est que l'ambassade, ce qu'on dit rarement, c'est que l'ambassade de Grande-Bretagne en Iran
est un symbole très particulier. L'ambassade de Grande-Bretagne à Téhéran a été associée à toutes les révolutions iraniennes, et notamment à la grande révolution de 1906, qui a été la révolution constitutionnelle, qui a en quelque sorte lancé l'Iran moderne, et où cette place était en quelque sorte le cœur de la mobilisation. Donc, dans l'imaginaire iranien, cette ambassade n'était pas n'importe laquelle, et dans les décryptages qu'il convient de donner, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est que ce décryptage, il n'est pas utilisé comme ça uniquement à des fins mémorielles, il est utilisé aussi à des fins stratégiques, et la fin stratégique, c'est effectivement de mobiliser le nationalisme. Ce qui d'ailleurs est un beau paradoxe dans l'histoire iranienne, puisque cette révolution islamiste en Iran s'était fait contre l'idée de nation. Khomeini avait explicitement dit en 1979 qu'il n'y avait pas de nation, qu'il n'y avait que l'islam, etc. Et on voit effectivement ce nationalisme iranien monter en force à mesure, justement, que l'Iran s'accomplit dans cette diplomatie contestataire dont on parlait tout à l'heure. Et cela m'amène à un troisième point, c'est que je crois que le regard froid des Occidentaux a du mal à intégrer ce paramètre, c'est-à-dire à voir combien les effets de mobilisation et les effets de représentation vont beaucoup plus loin que les rapports de force classiques. Que effectivement, sur le papier, c'est même pas David contre Goliath, c'est la masse énorme de la puissance militaire du globe contre un pays désorganisé, affaibli, etc. La leçon de cette histoire, c'est d'abord que c'est le plus faible qui ne cesse d'être proactif et les plus forts qui ne cessent d'être réactifs. C'est pas bon stratégiquement d'être en position perpétuellement réactive, de dire ah si vous faites ça, nous on réagit, n'est-ce pas? Et les autres de décider d'accélérer symboliquement ou matériellement leur programme nucléaire, de décider que si ça leur chante, ils fermeront le détroit d'Ormuz, etc., etc. Donc, pourquoi ceci est possible? Parce que justement, le propre de la diplomatie contestataire, c'est de mettre les symboles et surtout les mobilisations sociales au-dessus de cette puissance militaire dont il faut dire qu'elle est bien figée et dont il faut dire quand même qu'elle ne gagne plus. Je veux dire, il n'y a peut-être que les États-Unis gagneraient dans une confrontation, mais j'aimerais qu'on m'explique quand les États-Unis ont gagné une guerre pour la dernière fois. Vous voyez. Oui, je pense que les Iraniens ont un talent immense pour savoir se mettre en dehors des normes internationales. Menace concernant le détroit d'Ormuz, attaque de l'ambassade britannique est contraire à tous les principes du droit international. Donc ils ont l'art, si je puis dire, pour vraiment transgresser toutes les règles en la matière. Alors, et de ne pas subir complètement les sanctions qui sont imposées. Oui, mais alors attendez, quand ils disent finalement aux Européens ne suivez pas la Grande-Bretagne. Moi je relis ça, vu d'où je suis, au fait que cet été il y a eu des conversations assez poussées entre la haute hiérarchie militaire américaine et la haute hiérarchie militaire britannique à propos d'un certain nombre d'hypothèses. Oui. Et l'Iran ne devait pas être loin des discussions. Donc les Iraniens le savent très bien. Ils savent très bien que, en réalité, les démocraties sont lentes à se décider quand il s'agit de faire la guerre, mais une fois qu'elles ont décidé, elles y vont et elles y vont très fortement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen légal de former une coalition et de faire la guerre? Ah mais si vous voulez, je pense que le Hormuz, le blocus du détroit d'Hormuz, c'est le prétexte en or, si j'ose dire. Et si les Iraniens font la moindre chose en la matière, ça y est, ça explose, si j'ose dire. Et donc là, les Iraniens savent bien que les Français se rapprochent, que les Allemands sont pas loin, etc. Donc ils auraient à faire face à une coalition vraiment de puissance militaire tout à fait impressionnante. Et je crois que dans une espèce d'acte un peu de désespoir avec toutes les tensions en interne, ils se disent voilà, on va mettre à sac l'ambassade britannique, mais tout ça est pitoyable. Oui. En fait, pour ce qui est de se mettre hors des normes internationales, les États-Unis et la Grande-Bretagne, quand ils ont attaqué l'Irak, étaient hors des normes. Quand Israël fait un certain nombre de choses, on peut quand même supposer que ce n'est pas toujours conforme à ces normes. Le problème essentiel, c'est que les puissances dominantes qui s'inspirent de ces normes pour pouvoir s'en servir aussi, ne sont pas contents de ce que fait l'Iran. Et je crois que c'est ça le vrai problème. Pour ce qui est de la capacité nucléaire iranienne, c'est encore un enjeu. Tout le monde dit que c'est une évidence. Ce n'est pas encore prouvé que c'est vraiment l'Iran qui veut avoir la puissance nucléaire au sens militaire du terme. C'est une probabilité
indéniablement, mais ce n'est pas une certitude. Mais tout cela fait que, je pense, la stratégie globale des États-Unis, c'est la neutralisation de l'Iran, et en cela, d'ailleurs, je crois qu'il y a de plus en plus un consensus occidental. Alors, je crois qu'on n'oublie pas, l'enjeu majeur, c'est vraiment le nucléaire, au-delà de tout cela. Lors d'une discussion récemment avec un ami américain vraiment assez proche à Washington, il m'a dit, voilà, on a différentes possibilités pragmatiquement. Soit on n'attaque pas l'Iran et on le laisse développer son programme, mais après, il va falloir donner la bombe aux Saoudiens et éventuellement aux Égyptiens. C'est l'équilibre de la terreur et c'est la seule façon de garder cette région assez stable. Première solution. Soit on y va et on empêche, comme on a fait pour l'Irak au début, on empêche l'Iran d'obtenir la bombe atomique et de continuer à développer son programme nucléaire. Donc, encore faut-il savoir exactement où en est ce fameux programme nucléaire. Non, mais ça ne change pas grand-chose, si vous voulez, que de savoir ou non. À partir du moment où vous avez décidé d'y aller, vous y allez partout. Il ne s'agit pas de savoir, on ne va pas frapper chirurgicalement, on va détruire un programme. Donc la question se pose ainsi à Washington, c'est-à-dire vu de l'autre côté, certes, on ne va pas gagner la guerre. Que veut dire gagner la guerre aujourd'hui dans le contexte des guérillas, de la guerre asymétrique? Mais par contre, empêcher un pays sans programme de le liquider par des bombardements massifs pendant un mois, c'est faisable aujourd'hui, on peut le faire. Bon, donc la question se pose ainsi. Est-ce qu'on y va pour détruire le programme ou est-ce qu'on prend le risque de faire un équilibre de la terreur dans cette région du monde? Oui, mais alors, quand il vous parle, il n'y a pas d'analyse des conséquences ou c'est purement américain? Les conséquences vues du côté occidental... C'est le pragmatisme poussé à l'extrême ou c'est... Les conséquences, c'est de gagner du temps, de faire en sorte qu'en Iran, il y ait un régime, entre guillemets, plus démocratique, qui, lui, ne cherchera pas à proliférer et donc ne cherchera pas à entraîner les autres pays de la zone. Vous avez parlé de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, mais aussi la Turquie, qui pourrait chercher à avoir l'arme nucléaire. Donc voilà, si on gagne du temps en cassant le programme nucléaire iranien. Mais le problème des guerres, c'est pas de détruire l'adversaire lilliputien. Le problème des guerres et de gagner les guerres maintenant, c'est de mettre en place un régime qui soit favorable aux vainqueurs. Or, c'est là que le bas blesse. Regardez l'Afghanistan, regardez l'Irak, regardez, parlons pas du Vietnam, on a confondu deux choses et je crois qu'il serait temps quand même qu'on s'en rende compte. L'aspect purement militaire qui est effectivement l'idée clausewitzienne de terrasser l'ennemi, de le détruire. Ça, d'accord, entendu. Mais derrière ce type de guerre, il n'y a pas seulement terrasser l'ennemi, il y a reconstruire l'ennemi à sa propre image. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que toute notre histoire occidentale, toute notre pensée occidentale nous explique une chose qui est très vraie, c'est que l'on ne construit une autorité légitime que sur la base d'un contrat social. Alors, un contrat social, non seulement ça ne s'impose pas par la guerre, mais la guerre détruit le contrat social à mesure qu'il essaye de se reconstituer. Regardez l'Irak, c'était très clair de ce point de vue-là. Donc, un Iran favorable à l'Occident, démocratique, pacifique, aimable, qui sera le nouveau toutou des Occidentaux comme l'était Moubarak, c'est impossible. Je ne parle pas de ce type de guerre-là, je parle d'une action militaire, on va parler qui pourrait être destinée à casser ce programme nucléaire iranien et donc à donner à la communauté internationale davantage de temps pour essayer, je ne sais pas comment, de régler le problème iranien, soit parce qu'en interne, il y aura des changements vraiment démocratiques, ou soit parce que la conjoncture évoluera. Mais c'est donc gagner 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais le grand problème Attendez, Bertrand Maty, un instant, excusez-moi. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour répondre comment... Pourquoi il y a de l'espoir? Parce qu'aujourd'hui, la révolution arabe accouche globalement de régimes islamistes un peu partout. Regardez ce qui vient de se passer quand même au bout de 10 ans de guerre en Afghanistan. On vient, avec l'accord des Américains et des talibans, d'ouvrir un bureau au Qatar pour des discussions et des négociations directes. C'est un bureau pour les talibans. Oui, mais enfin, c'est inimaginable. Vous imaginez, pendant que sur le terrain, on continue tout de même. Il y a des attentats suicides tous les jours. Il y a la guerre. En tout cas, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a un changement de perception qui est en train de se faire aujourd'hui, à savoir que les forces islamistes ne sont peut-être pas les ennemis de l'Amérique. Ils l'ont été pendant 2 décennies, de 90. Disons que le pragmatisme américain fait qu'il va falloir, de toute façon... disons que les Américains n'ont aucun intérêt à faire des islamistes des ennemis. Ils étaient des alliés objectifs contre le communisme pendant très longtemps. Voilà, Ben Laden, il y a eu juste de 90, il y a eu de 90 à 2010, voilà, globalement, où il y a eu une tranche de ces islamistes qui a désigné l'Amérique comme un ennemi, mais je ne vois pas
objectivement pourquoi des islamistes iraniens ou des islamistes saoudiens ou quels que soient les autres islamistes seraient des ennemis de l'Amérique aujourd'hui. Un dernier mot. Oui. En fait, islamistes, je veux dire, Ennahda par exemple a maintenant la majorité en Tunisie. Ce n'est pas des islamistes au sens où on l'a entendu. Il s'agit des gens qui essayer de faire quelque chose comme la Turquie. C'est-à-dire violent, voilà, c'est vraiment AKP. Je veux dire, ils veulent avoir le modèle. Le roi du Maroc est islamiste, de toute façon. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est la reproduction des modèles anciens. C'est plutôt le modèle turc qu'ils essaient de mettre en place. Donc, islamiste, oui, mais en même temps, islamiste qui n'est pas nécessairement antidémocratique. Et c'est même une ouverture vers la démocratie. Et c'est pour cette raison que je pense, d'ailleurs, l'un des échecs majeurs de l'Iran avec le printemps arabe, c'est que son modèle n'a été vraiment pris en compte nulle part dans le monde arabe. C'est le modèle turc. Ouais. Et ça aussi, ça montre ô combien il y a un isolement. Si vous voulez, l'homme de la rue avant était pro-Ahmadinejad, était pro la République islamique, parce que c'était contre Israël, c'était contre les États-Unis. Maintenant, c'est plus le cas. Cette question peut jouer un rôle en politique intérieure en France avant les élections présidentielles et également aux États-Unis, et le fait d'être ferme, d'unir aussi la nation contre un ennemi identifié. C'est certain qu'aux États-Unis, ça peut jouer un rôle. Encore que, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté des forces armées, on est plutôt enclin à dire arrêtons, ça suffit. Oui. Mais avec quand même un secrétaire à la Défense qui dit nous sommes prêts à... Ah ben non, mais ça c'est son métier, c'est son rôle. Si les États-Unis sont menacés, le rôle du secrétaire d'État, c'est de dire oui, nous sommes prêts. En France, je ne sais pas. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, la démocratie, c'est aussi le droit des femmes. Oui. Et donc, pour voir si les régimes en place sont vraiment démocratiques, attendons de voir un petit peu le statut, la place qui sera faite aux femmes dans ces régimes. Bertrand Badi ? Oui, moi je pense qu'il y a un aspect qui est oublié, c'est que peut-être que le conflit afghan va se terminer par chaos américain et installation des talibans soudain découverts, vrais amis des États-Unis. C'est possible. Je crois qu'effectivement, il y a une ligne là, mais qui n'est pas véritablement un succès diplomatique ni politique pour les États-Unis. Ce qu'il faut voir, c'est que les interventions de cette nature, ça a un prix. Alors ça a un prix économique énorme. Je ne suis pas sûr que l'économie américaine puisse indéfiniment dépenser des milliards de dollars des milliers de milliards de dollars pour réaliser ces opérations. C'est peut-être ça le début de la fin. Et l'autre élément, c'est qu'à chaque fois, on a le droit à 10 ans de guerre civile. Ouais. Est-ce que c'est un prix raisonnable ? On va s'arrêter là, je suis désolé. On se retrouvera pour continuer à débattre de cette question.